Hello, c'est Mia de Positive Mind Attitude. Après un parcours de plus de 4 ans et demi avant de connaître enfin les joies de la maternité, j'ai décidé d'associer mes compétences professionnelles de thérapeute à mon vécu personnel lié à l'infertilité et la PMA pour accompagner les femmes en désir d'enfant et leur permettre de reprendre le plein pouvoir sur leur fertilité. Si tu veux agir pour ne plus subir, tu es au bon endroit. Que tu sois suivi médicalement ou non, mes conseils te permettront d'avoir un autre regard sur ton parcours et d'adopter une approche globale pour mettre toutes les chances de ton côté. Ensemble, brisons le tabou de l'infertilité. Si tu connais une femme qui est concernée par le sujet, je t'invite à lui partager cet épisode. Maintenant, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Infertilité, comment réduire ton stress ? Voilà une question qui m'est posée, mais alors un nombre incalculable de fois sur une semaine. Et c'est parfaitement normal parce qu'on sait aujourd'hui que le stress est un facteur très, on va dire, compliqué, aggravant dans de nombreuses situations. On parle bien sûr au niveau de l'infertilité, mais j'ai envie de dire pas que. On démontre aujourd'hui qu'il y a énormément de pathologies qui trouvent leur origine au niveau du stress. Forcément, au niveau de la fertilité, je ne veux pas dire que le stress va empêcher purement et simplement une grossesse, mais en tout cas, il va compliquer le processus. Pourquoi ? Parce que le mécanisme de stress au niveau physiologique, au niveau de la production hormonale, eh bien, ça chamboule plein de trucs. Tu as peut-être déjà remarqué que tes règles étaient irrégulières quand tu avais eu un événement plus stressant. Tu as remarqué que ça peut, en tout cas, peut-être que tu l'as remarqué, mais en tout cas, même si tu ne l'as pas remarqué, c'est pas pour autant que ça n'a pas lieu. C'est que l'ovulation aussi est perturbée, ça peut la retarder, ça peut même aller jusqu'à empêcher l'ovulation. Donc c'est vraiment important de se rendre compte que oui, le stress, ça a des répercussions sur la fertilité, au moins de manière indirecte, et ça en a évidemment sur ton bien-être de façon générale. Alors, le stress d'abord, je voudrais juste relativiser sur ce que c'est. Le stress au départ n'est pas forcément négatif. Et je sais que dans la société à l'heure actuelle, le stress est toujours très très mal perçu. Mais pourtant, le stress au départ, c'est un mécanisme de défense, mais donc qui est utile pour stimuler tout un tas de choses. D'accord ? Donc le stress au départ n'est encore une fois ni positif ni négatif. C'est un peu comme tes émotions. Il est là pour faire le job. Point. Maintenant, ce qui se passe, c'est que, évidemment, à trop forte dose ou de manière très récurrente, trop récurrente, eh bien, c'est là que ça devient compliqué. Je te parle pas du petit pic de stress comme ça, occasionnel, pour quelque chose, voilà, il y a un petit pic de stress et puis ça part et c'est ok. Là, disons que ce qui pose problème, c'est quand on est dans la phase véritablement d'épuisement. En fait, le stress fonctionne en 3 étapes. La première étape, c'est, j'ai envie de dire, la phase d'alerte, c'est la phase de réaction. On se rend compte qu'il y a un problème, hop, le mécanisme du stress se met en route, mais il redescend une fois que l'élément stressant a disparu. La deuxième étape, on est déjà un cran plus loin parce que on est dans une forme de résistance. Le stress commence à s'installer dans la durée. C'est pas génial, d'accord ? Mais alors la troisième phase, c'est véritablement la phase d'épuisement. Et c'est ça qui est véritablement nocif pour ton organisme. Et donc, c'est vrai que quand on est dans un parcours de désir d'enfant, qu'il soit médicalisé ou non, déjà de base, le fait que bébé ne vienne pas, que bébé tarde à venir, ça ajoute une forme énorme de stress. Merci la société aussi de mettre une telle pression sur les femmes pour materner au niveau de leur âge, etc. Donc clairement, ça n'aide pas. Il y a le stress du quotidien, évidemment, le stress du boulot, d'arriver à l'heure, des réunions, des rendez-vous, de ceci, de cela. Donc on baigne dans une société qui est archi stressée, archi stressante et qui ne permet pas forcément de veiller à se ressourcer. Et donc c'est de ça quelque part dont j'aimerais te parler. Parce que c'est vrai que quand on est aussi suivi médicalement, il y a d'énormes stress qui viennent s'ajouter en plus, qui est effectivement tous les rendez-vous, l'angoisse par rapport à la suite, l'incertitude. Tout ça sont des facteurs de stress énormes. Le fait de se faire des injections soi-même quand on n'est pas issu du milieu médical, ça peut terriblement stresser, angoisser. Donc voilà, je sais que c'est pas toujours évident. Maintenant, ce qui t'intéresse ici et ce qui est l'objet de ce podcast, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour réduire son niveau de stress. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est de repérer ton mode de réaction au stress et les stratégies que tu vas mettre en place. Ce que j'entends par là, c'est que tu as plusieurs façons de réagir quand tu es stressé.
La première stratégie, c'est une stratégie qui est centrée sur la tâche. Ça veut dire que tu vas analyser le problème, tu vas rechercher des informations, tu vas rechercher éventuellement des pistes de solutions. Tu sais, c'est un peu comme quand on te découvre une pathologie. Voilà, tu ne la connais pas, tu as enfin un diagnostic qui est posé, ça t'angoisse, ça te stresse, et donc tu vas sur les réseaux sociaux, tu vas sur Internet, et tu vas chercher justement tous les tenants et les aboutissants de cette pathologie qu'on vient de te diagnostiquer. La deuxième stratégie, c'est une stratégie qui va être centrée sur l'émotion. C'est de trouver un moyen pour, aller modérer en quelque sorte l'intensité de ce que tu peux ressentir, tu vois. Donc tu vas peut-être en parler à quelqu'un, tu vas peut-être t'isoler. Tu vois, c'est vraiment, tu vas identifier l'émotion et tu vas surtout aller trouver un moyen pour apaiser cette émotion, apaiser ton ressenti. La troisième stratégie, et c'est pas la meilleure, elle est centrée sur l'évitement. Ça veut dire que tu vas contourner le problème. Alors, ça peut être réfugié dans l'action, tu vois, si je veux te donner un exemple concret, voilà, on t'a diagnostiqué quelque chose, du coup t'es en stress, et la première chose que tu fais, c'est trouver la liste de toutes les méthodes complémentaires que tu peux mettre en place pour améliorer ta fertilité. Et tu ne réfléchis même pas de laquelle est bonne pour toi, c'est juste tu fais. Et tu vois, donc quelque part, tu es centré sur l'évitement de l'émotion que tu peux ressentir, et donc tu vas aller vraiment dans l'action, et c'est au détriment de l'analyse de la situation, de l'accueil de tes émotions, etc. Tu vois, tu vas vraiment passer à côté de tout ça. Alors, la stratégie qui est centrée sur l'évitement, elle peut parfois être utile, mais vraiment à très court terme, juste le temps de récupérer, tu vois, le temps de reprendre un peu ton souffle. Mais vraiment, à long terme, elle est vraiment néfaste parce que tu contournes la réalité de la difficulté et ça ne te rend pas service, tu vois. Donc ce qui est vraiment intéressant, c'est de te rendre compte qu'il y a des choses à faire. Plus tu vas anticiper, et c'est d'ailleurs l'objectif de ce podcast, c'est l'objectif des programmes d'accompagnement, de mes publications sur les réseaux, c'est bien sûr de briser le tabou autour de l'infertilité, parce que je reste convaincue que plus tu auras de cartes en main, plus tu vas connaître les tenants et les aboutissants, au moins tu vas être dans le stress parce que tu seras préparé. Et en fait, c'est l'inconnu qui fait peur. Et donc le fait d'anticiper, le fait de connaître, le fait d'avoir justement les cartes en main, comme je le disais, eh bien, ça te permet véritablement de réduire ton niveau de stress. Le fait de prendre aussi ta responsabilité. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? La responsabilité, elle est au cœur quelque part de mon programme d'accompagnement, et c'est pour ça qu'il y a une énorme dose d'empowerment. Mais avant d'en parler, je voudrais juste faire une précision. Je parle de prendre ta responsabilité. J'ai pas parlé de culpabilité. Et je sais qu'on a souvent tendance à faire un amalgame entre ces deux terminologies. Pourtant, c'est pas du tout la même chose. Prendre ta responsabilité, ça veut dire être consciente que tu as un rôle à jouer. Ça ne veut pas dire que tu es coupable de ce qui t'arrive, d'accord ? Ce sont vraiment deux choses totalement différentes et je veux surtout pas qu'il y ait d'amalgame entre les deux. Au sein de l'accompagnement, ce que j'explique aux femmes qui le suivent, c'est vraiment de se dire « Ok, tu as conscience que soit un diagnostic a été posé et donc il y a une pathologie, soit pas, mais en tout cas bébé tarde à venir. Et donc maintenant, on va reprendre la responsabilité, on va aller creuser, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour changer la donne. Ça, c'est reprendre sa responsabilité. Et souvent, quand on est dans un parcours médicalisé, eh bien la responsabilité, on la met dans les mains du médecin. C'est-à-dire qu'on fait les examens, bien sûr, mais on les subit, on n'est pas dans l'action. Et c'est vraiment une des phrases que je répète souvent, c'est agir pour ne plus subir. Le fait de redevenir actrice, le fait de reprendre ta responsabilité, de te remettre au centre de ce projet, eh bien ça te redonne du contrôle, ça te redonne du pouvoir, ça te permet de reprendre ta responsabilité. Donc la responsabilisation pour moi c'est énorme parce que ça te permet de voir justement ce que tu peux faire. Et plus tu es justement dans cet état d'esprit-là, et au plus ton taux de stress chute. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Et ce qui va vraiment aussi être important, c'est d'identifier tes émotions.
Parce que le stress en général, ça vient, c'est un peu comme si tu avais une pelote de laine avec des fils de plein de couleurs. Il y a d'ailleurs un super livre pour enfants qui a été fait sur le sujet et je trouve dommage, alors il est pour les enfants bien sûr, mais on devrait l'expliquer évidemment à tous les enfants, mais aussi aux adultes qui n'ont pas eu la chance d'avoir ce livre-là en étant petits. Je crois que ça s'appelle La couleur des émotions. Et c'est vrai que c'est un peu comme si tu avais une pelote de laine avec des fils de plein de couleurs différentes, et quand tu es en stress, eh bien tu as les émotions qui sont toutes mélangées, tu as des fils de couleurs dans tous les sens, et tu sais plus par où ça va. Il y a tout un tas de mélanges d'émotions, et tu sais pas exactement ce qu'il y a là derrière. Et donc apprendre à identifier tes émotions, à savoir ce que tu ressens, quels sont les déclencheurs, eh bien ça te permet considérablement de réduire ton niveau de stress, bien sûr. Ça c'est la première étape, et ce qui va vraiment te permettre de réduire ce stress de façon plus long terme, de façon plus durable, eh bien ça va être d'exprimer tes émotions. Tu peux bien sûr les exprimer de façon verbale, que ce soit à ta meilleure amie, à ta maman peut-être, à ton conjoint bien évidemment, mais ça peut aussi être de les exprimer de façon, j'ai envie de dire, plutôt indirecte, par exemple en écrivant une lettre, tu vois. C'est une manière de faire sortir les émotions, parce que je rappelle que ceux qui ne s'expriment pas s'impriment, et donc c'est vraiment intéressant de te rendre compte que ça va permettre d'apaiser ton niveau de stress, que de pouvoir ressortir toutes ces émotions. Alors, ce qu'il faut que tu saches, c'est que bien sûr, le fait d'être en stress, je te le disais, ça engendre tout un tas de répercussions par effet boule de neige, mais il faut simplement savoir que le fait d'être en stress de façon récurrente, ça va avoir un impact énorme à plein de niveaux sur ton organisme. Ça va impacter évidemment tes surrénales, les surrénales qui jouent un rôle énorme évidemment au niveau de la fertilité. Donc ça va jouer un rôle sur les glandes surrénales, ça va jouer un rôle sur l'insuline, parce que quand on est stressé, le corps va libérer du sucre dans le sang. Le sucre n'est pas optimal pour la fertilité, donc ça va venir court-circuiter finalement toute ta production hormonale. Et il faut te dire une chose, c'est que c'est l'hypothalamus qui est au centre de ton cerveau, qui est en charge et des émotions et de ta production hormonale. Et malheureusement, quand le stress est là, eh bien c'est lui qui est aux commandes. Donc ça veut dire que l'hypothalamus, et puis toute la chaîne évidemment au niveau du cerveau, va se mettre en branle pour gérer le stress, parce que c'est la priorité. La reproduction, elle vient loin derrière. Et voilà, il y a une sorte d'effet de traitement de priorité, quelque part, si tu veux, dans le mode de fonctionnement de ton cerveau. Et donc de façon systématique, ton cerveau va devoir traiter ce stress en priorité, et ça, eh bien, ça va se faire au détriment de ta production hormonale, ça va faire chuter ton taux de progestérone, etc., etc., etc. Tu vois, donc c'était important pour moi de te rendre compte que tu puisses te rendre compte que cette question du stress, elle est importante. Donc si tu es stressé, angoissé de nature, eh bien sache qu'il y a énormément de clés que je partage dans le programme d'accompagnement pour justement te permettre, eh bien, d'optimiser cet équilibre hormonal, de faire en sorte qu'on arrête cet effet yo-yo, on va venir le stabiliser. Donc si c'est pas encore fait pour toi, eh bien je t'invite à rejoindre le programme d'accompagnement, et tu trouveras bien sûr le lien dans la description de cet épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux aller plus loin et bénéficier de plus de conseils, télécharge maintenant mon guide offert sur positivemindattitude.fr. Pour encourager ce podcast, merci de mettre une note et ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.